Wesh les gens, c'est Rivail, et bienvenue dans cette review du manga le plus explosivement gore de tous les temps, j'ai nommé The Jojo Land. Comment ça va à vous? J'espère que vous passez un super été plein de bonanza et de soleil. De mon côté, j'avoue prioriser ma détente au projet annoncé la dernière fois, mais pour vous donner des petites nouvelles tout de même, la plus grosse partie du podcast Clair Obscur est terminée, à savoir le montage audio. Alors vous inquiétez pas, ça arrive. Pour cet été, je suis chez mes parents sans mon matos habituel, alors le montage de cette review et de la prochaine seront légèrement moins travaillés que d'habitude. Le son est aussi un petit peu différent, j'espère que vous comprendrez que ça vous dérangera pas outre mesure. Pour l'heure, on est donc sur un gros mois pour l'actu Jojo, puisque comme prévu, c'est un mois de nouvelles illustrations. Tout d'abord avec la cover du tome 6. Tout simplement ma préférée jusqu'à maintenant, quelle classe misère. Les poses sont fantastiques, les couleurs incroyablement élégantes, et je suis ravi de voir que les lignes horizontales restent, tout en prenant moins de place qu'au début, car le motif aurait pu être vite redondant. Quel bonheur de voir une nouvelle fois notre groupe au complet, et en train de farm Laura en pleine action. Les covers du genre sont définitivement majoritaires dans The Jojo Land, ça démontre parfaitement l'emphase faite sur l'équipe, pour des vibes Golden Windesque qui ne s'arrêtent jamais, et quel bonheur. La cover de l'Ultra Jump est carrément dans la même mouvance, avec globalement les mêmes idées. Tout le groupe sur un véhicule, la différence étant qu'ici c'est la voiture et pas le bateau, et des couleurs similaires bien que dans des teintes légèrement plus sombres. J'ai une préférence pour le dynamisme de la cover du tome, mais reste que la compo est fabuleuse, que j'aime ce côté chill et plein de flex pour notre groupe, et ça fait plaisir de voir Dragona au centre de cette dernière, là où c'était plutôt le Jodio pour l'autre. Le palmier vient aussi rappeler l'ambiance tropicale de Hawaï, non j'adore. Araki régale tellement sur ses covers, misère, il y a tout ce que j'aime. Mention spéciale à la petite phrase d'accroche, c'est le groupe le plus dangereux d'Hawaï, il pourrait même voler le soleil. Ça veut tout dire sur le groupe et sur l'iconisation qu'Araki cherche à en faire, j'adore. Pour en finir avec l'actu Jojo, et en prenant bien le temps de skipper les infâmes nouvelles conneries de Delcourt sur le Jojo Magazine tome 2, où ils prennent même plus le temps de traduire, ah bah oui comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de faute hein. Araki était présent à l'ouverture du magasin permanence de Jojo World, manifestement en pleine forme, et ça fait plaisir d'avoir des nouvelles images de lui rayonnant comme ça. Il a pour l'occasion révélé une nouvelle illustration magnifique de Jotaro et Star Platinum. J'adore l'esthétique de ces petits sketchs, et les petites touches de couleur font un bien fou. Bref, la cover du chapitre est la même que celle du tome 6, alors on va pas y passer 40 ans. Le chapitre se nomme Pako vs Ningbo partie 2, alors on va pas y passer 40 ans. Retournons de ce pas à Iko Iko pour voir comment notre GOAT international va se sortir de cette situation. Sans issue, vous avez dit? C'est beaucoup le sous-estimer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il était vachement bien ce chapitre, non? Putain de merde, oui, on va bien prendre le temps de revenir dessus, mais on a sincèrement atteint les sommets de The Jojo Land en ce qui concerne les combats et leur mise en scène, en tout cas pour le moment. Beaucoup d'analyses visuelles pour ce mois-ci à prévoir encore une fois, mais la seconde moitié du chapitre apporte son lot d'avancées scénaristiques ultra intéressantes, alors on aura quand même de quoi dire sur cet aspect. On reprend donc alors que Pako est chopé à la gorge et que ça continue de gonfler très fort. Et hop, pause. Vous le savez, qui dit sortie de nouveau tome, dit explication du fonctionnement des stands dans les petites pages bonus. On a donc le nom du stand de Ningbo, ça s'appelle 200 Balloons et c'est une chanson de Prince. Référence habituelle pour Araki, mais ça fait plaisir d'en avoir une nouvelle. La page décrit donc simplement le fonctionnement du stand comme suit. Tout ce que Ningbo touche avec sa main gonfle comme un ballon et explose. Sans plus de précision ni de conditions, si ce n'est que le rayon d'explosion est d'environ 5 cm. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, et donc dans les faits je trouve toujours l'introduction de ce stand avec Meryl et ce fameux clavier hyper confusante. Soit les 5 cm ça veut dire qu'il peut lancer l'explosion un peu plus loin que la zone qu'il touche, genre là il touche la table et il va faire gonfler le clavier qui se trouve sûrement pas loin des 5 cm plus loin. Soit c'est un rayon de propagation de l'explosion, et donc ça explique pourquoi la main de Meryl gonfle aussi alors qu'elle n'a a priori pas été touchée. Ou alors ça date d'avant, mais aucune info sur un potentiel déclenchement à retardement non plus. Et même si les 5 cm c'est genre le rayon de l'explosion pure et c'est tout, bah ça colle pas. Même si on prend en compte que c'est le contact de chaque doigt là, on est sur beaucoup plus que ça. Regardez comme Pako il gonfle. Super Araki ces nouvelles infos qui n'ont aucun sens et qui font poser des questions plus qu'autre chose. Il y a cette impression qu'il a sorti ça de son chapeau sans trop réfléchir, et ça me fait un peu chier. Quant à la main de Pako qui dégonfle toute seule dans le chapitre précédent, soit ça part avec le temps, soit quand Ningbo est éloigné, mais aucune explication quant à ça. Et puis plus tard dans le chapitre, dès lors que Ningbo lâche sa main du coup de Pako, il va tout de suite dégonfler instantanément, donc c'est ultra bizarre. Hack, c'est frustrant. C'est le plus gros problème de la partie selon moi. Le fonctionnement des stands est tellement pas explicite, et souvent communiqué de manière ultra confuse. Vous me direz que ça a très souvent été le cas dans Jojo, mais là c'est d'autant plus frustrant que ce sont des stands à l'idée ultra conne et simple à comprendre. Alors pourquoi nous induire en erreur à ce point, Araki? Je veux bien que les stands aient des concepts simples et soient poussés au max, au-delà même de l'explication de base qu'on en a dans les tomes,
mais on devrait avoir les clés pour les comprendre au sein du récit. Ça nous permettrait de nous investir à 100% et de gueuler dès lors qu'on voit une nouvelle utilisation intelligente en se disant « Ah purée oui c'est possible !» plutôt que « Hein, j'ai pas compris là !» Heureusement c'est pas toujours le cas, plein d'utilisations sont compréhensibles et absolument brillantes, c'est pas ce chapitre qui va dire le contraire, on y vient, mais ouais, j'ai cette frustration déjà relevée avec Matte Kudasai et Glory Days. Dommage car 200 Balloons est un stand génial, aux représentations visuelles exceptionnelles qui plus est. Bref, désolé c'était long, mais vu que j'y avais passé pas mal de temps là-dessus lors de la dernière review, ça me paraissait important de faire un petit point. Et puis bon, c'est le seul truc qui m'a dérangé ce mois-ci et c'est même pas interne au chapitre, alors je préférais m'en débarrasser dès le début, afin de pouvoir encenser ce poulet pendant les 20 minutes restantes. Je disais donc que Paco était chopé, et j'aime particulièrement le dynamisme de cette case, avec des lignes de vitesse sombres et nombreuses, qui contrastent super bien avec nos personnages. Et la double planche au global avec ce point de vue éloigné depuis Meryl, est juste parfaite pour recontextualiser. Ningbo repousse Paco avec un sale coup pour le faire atterrir sur Meryl, et il commence à prendre la confiance en lâchant un « j'ai gagné ». L'état dans lequel il est, sérieux. Ce contraste entre son aspect visuel avec son œil qui ressort et tout, et pourtant la situation de supériorité dans laquelle il se trouve fonctionne particulièrement bien. Et la sale gueule de son stand souriant au fond vient à la fois créer un peu de ridicule et un sacré malaise, j'adore. Je le mentionne ici parce que oui, quelle sale gueule il a ce 200 Balloons. Mais alors que la mise en scène vient nous faire a priori comprendre que c'est foutu, on a étonnamment droit à une planche mettant Paco en position de supériorité, malgré ses déformations incroyablement avancées, et dégueu au passage, on sent que ça va exploser quoi. Tandis qu'on se demande pourquoi, Paco commence un autre de ses speeches arrogants, disant globalement que s'il s'apprête à gueuler, qu'il le gueule le nom de son stand au moins. Pourquoi? Car ça lui permet d'embrayer sur une description concrète de son stand à lui nommé, pour lui faire comprendre qu'il est serein, et que son ennemi est dans la merde. Ça montre une supériorité totale sur tous les points. Et je trouve ça trop cool de le faire de par le nommage des stands, un truc rarement évoqué dans Jojo. Et puis merde, c'est juste trop stylé, putain Paco, cette répartie, cette aura, tu m'énerves, t'en as pas marre d'être l'homme ultime. Alors qu'il termine son explication, il crie le nom de son stand avant que Ningbo ne puisse le faire, et lui cale un énorme coup de poing dans la gueule. L'explication? Bah ouais, il a contracté ses muscles de main tellement fort que ça a outrepassé le gonflement l'espace de l'instant suffisant pour lui enfoncer son poing dans la bouche, et lui balancer qu'il est trop tard pour crier le nom de son stand. Plus qu'outrepasser le gonflement, la main de Paco était tellement dure que ça l'a renvoyé, pour faire gonfler la bouche de Ningbo depuis l'intérieur, comme le veulent les lois de la physique. Ses joues gonflent au cours notamment de cette planche absolument fabuleuse, avec une de ses brillantes utilisations de la saturation et du contraste, et tandis que nos persos prennent le soin de se protéger, en attendant ce qui s'apprête à arriver, on a affaire à l'une des scènes les plus violentes de Jojo, avec cette explosion complète de la mâchoire dépeinte depuis le point de vue de Meryl, qui va venir repeindre le mur. Cette mise en scène, ces punchlines, cette utilisation de stand parfaitement raccord avec Paco, cette violence, pour terminer sur ce reveal d'un des body horror les plus dégueulasses et fascinants de Jojo, cette fois-ci du point de vue d'un Usagi sous le choc, c'est du grand art. Cette mâchoire qui tombe, ce niveau de détail avec ses dents défoncées et les emplacements vides, ces gerbes de sang partout, c'est aussi terrifiant qu'attirant, un peu à la Junji Ito. Et on a rarement vu un méchant se faire autant maltraiter la gueule. Ne reste de Ningbo plus qu'un zombie désincarné, qui n'a comme seul réflexe que de foncer s'écrouler sur Usagi, pour tenter de récupérer son gun en hurlant « Gebetomi » en phonétique de sans mâchoire. Usagi a beau être en larmes, sous un trop-plein d'émotions comme il en a l'habitude, qu'est-ce qu'il va se dire? Ben... T'as dit quoi, monsieur Ningbo? Que tu veux un gun? Que tu veux un gun? Alors, après une case montrant un flingue au niveau de détail plutôt hallucinant, apparu d'un coup dans les mains de Ningbo qui pointe vers Paco, qu'on se demande s'il a réussi à le choper et comment, eh ben Usagi crie « Matte Kudasai ». Le petit fil rouge très bien vu avec la notion de crier le stand utilisé parfaitement pour renforcer la mise en scène, et on se rappelle que Ningbo a dit les mots déclencheurs pour sortir une copie, avec Matte Kudasai. C'est un faux gun qu'il a entre les mains, la copie créée par Matte Kudasai, qui va donc tirer dans l'autre sens et lui exploser la gueule au cours de l'ultime excès de violence de ce chapitre, avec cette gerbe de sang et ses yeux volants, venant mettre le dernier clou dans la maltraitance définitivement jamais vue de ce pauvre Ningbo. Je ne vais pas vous mentir, j'ai hurlé en lisant ça, et je vais le dire, je pense qu'on a là tout simplement l'utilisation de stand la plus brillante de la partie à mon goût, pour autant dans une qui regorge de ce genre de dinguerie toujours plus inventive. Putain de merde, quel combat, quelle fin de combat! Définitivement, ça va rentrer dans les annales de Jojo. Terminé en 2 minutes chrono par la force brute, avec un niveau de violence qui n'a sincèrement que très peu été égalé dans Jojo, c'est absolument ce qu'il fallait pour Paco. Totalement raccord avec son stand et sa personnalité. Vous le saviez, j'attendais beaucoup de ce combat, et j'ai eu absolument tout ce que je voulais. Avec qui plus est un dessin sincèrement exceptionnel et une mise en scène d'un niveau que seul Araki peut atteindre dans ce genre de truc, les poils se sont dressés. Merci Paco,
Merci Usagi pour ton finish, merci Ningbo pour cet acharnement comiquement grotesque, et merci Araki. J'ai adoré la façon dont le combat se termine, avec Pako qui gueule sur Usagi en lui disant qu'il n'y avait pas besoin de le buter non plus, qu'ils allaient juste le cuisiner pour avoir des réponses. L'autre est en panique, c'est sûrement son premier meurtre, tu m'étonnes que ça le dépasse un peu. Ça fait donc déjà 2 meurtres pour notre groupe au compteur, après que Jojo ait réglé son compte à Bobby Jean. Et 2 fois où le fait qu'il s'agisse bien de meurtre soit traité comme un élément important. Avec Jojo qui a pris la décision de ne pas tuer Lulu dans le chapitre 20, avec ce subtil mélange de pitié et de contrôle mental malsain qu'on a du mal à cerner. Encore une fois, on ne suit clairement pas des héros vertueux, mais pour autant humains et plein de réflexions profondes et complexes, j'adore. Allez, alors que Mate Kudasai sort du flingue en mode « c'est moi » avec son petit cri « Nyum » qu'on entendra dans l'anime en 2040, il est temps de souffler l'espace de quelques instants en reprenant le point de vue de l'AM. La mise en scène vient totalement renforcer cette idée, avec un arrêt soudain de l'action. Les 2 femmes, isolées comme elles sont, ont entendu un tir, ne savent pas de qui ça vient et de quel côté, et c'est absolument terrifiant pour elles. Cet appui sur le « juste un tir » de Lulu fait froid dans le dos. L'arrêt ne sera que de courte durée, car l'AM va foncer sur Lulu et la mettre en joue, en lui disant d'absolument tout lui dire. Sur l'identité de nos héros, le bordel avec Yokohama, cette histoire de rocher de lave, etc. J'aime beaucoup. C'est assez cool de voir l'AM perdre son calme et lancer un interrogatoire beaucoup plus direct et violent que les précédents. Évidemment, on voit les nématodes se rassembler sur ses lunettes, indiquant qu'elle va utiliser son stand, et donc que les réponses de Lulu seront forcément vraies. Élément à garder absolument en tête, alors que le récit transitionne vers le côté Howler, et qu'on sait Kei être en contact avec l'AM. Hyper intelligent. Araki maîtrise encore une fois les transitions comme un maître. Juste 2 secondes sur le stand de l'AM avant d'aller de l'autre côté, son nom a aussi été révélé, Lying Eyes, chanson des Eagles. Je connaissais pas, mais pour le coup on trouve difficilement plus explicite et approprié comme nom. Bien vu Araki. Sa capacité est décrite comme des nématodes, détectant tout simplement les gens qui mentent, et c'est assumé que ça détecte les gens qui mentent, et pas juste qui sont stressés comme au tout début. Ça réécrit un peu l'histoire de la biologie, car les vrais nématodes font pas ça exactement. Mais au moins c'est clair que c'est un peu romancé. Bref, on arrive donc côté Howler avec nos 3 héros qui le regardent de haut de manière très calme. Ça sort de nulle part, mais je me suis fait la réflexion que j'ai hâte de revoir Charming Man sous sa vraie forme, j'en peux plus de l'autre tête de gland. Tandis que notre enfoiré Cupid national continue de gueuler par défaut « Mais c'est la terre de mes ancêtres !» Il est vraiment ridicule, et ça montre à quel point notre équipe ont, pour l'instant en tout cas, l'ascendant. Les pompiers, ou quoi que ce soit, débarquent en force sur le bateau, au cours d'une planche géniale, dans laquelle on sent toute la tension de la situation de par les regards de nos personnages, entre le paniqué Howler et le terriblement froid et déterminé Jodio notamment. Ce dernier se répète l'objectif. Il faut continuer de ne rien dire à Howler, il est certain qu'il va finir par craquer sous la pression. Et c'est parfaitement souligné par les pompiers qui se trouvent juste derrière lui. L'échéance arrive vite, il va craquer. Il va craquer, car la lave est leur allié. La case est géniale. Fout toujours autant de hype, mais le ressenti est cette fois-ci très différent, avec le regard très évocateur de Kei sur la case juste à côté. En effet, en se rappelant de la situation de la M, on peut commencer à craindre que cette lave soit à nouveau le moteur de convoitise. Tout se passe bien, ouais, mais qu'arriverait-il à notre groupe si la lave n'était plus dans leur possession? C'est avec ce genre de crainte qu'on entame la séquence suivante, qui montre, évidemment, Kei recevoir des messages de la M. Et on comprend direct que, bah ouais, elle a eu les infos de Lulu, la petite continue de craquer. Reste à savoir si l'AM va lui proposer une partie de la récompense, mais on doute fort. Et c'est la merde, elle sait quasi tout. Les identités de nos héros, leur usurpation, leur passé, tout. En tout cas, je me suis trompé. Il y a bien une relation entre les deux, elles ont l'air de vivre ensemble et a priori elles veulent vraiment faire tomber Howler ensemble et se partager le butin équitablement. Ça explique pourquoi l'AM a dit que les hommes étaient des menteurs, la théorie lesbienne est confirmée, mais à culpa. Rien n'empêche que l'une vienne trahir l'autre, certes, mais dans tous les cas, ça m'étonnerait qu'elles arrivent à leur objectif. Il y a donc bien juste Ningbo qui n'avait rien à voir avec tout ça dans ce groupe, et qui était juste là, expliquant donc d'autant plus les différences de réaction entre lui et la M dans le chapitre 25. À chaque fois que je l'évoque, j'ai un petit pincement au cœur, merde. J'espère que t'es heureux où tu te trouves en ce moment, Ningbo gosse. On a en tout cas un petit début de développement qui se met en place quant à Kei et la M. Cette dernière disant qu'elles ont toujours eu le talent et les capacités, mais que personne ne les a jamais récompensées pour ça. Essaye-t-elle de vivre droitement et... en se rendant compte que c'est définitivement impossible, peut-être car elles se sont rendues compte que même la police était corrompue, plongerait dans la délinquance pour de bon à partir de maintenant, cherchant à voler la thune de Howler? C'est intéressant, et c'est parfaitement en accord avec l'univers de The Jojo Lands, avec les liens que vous voulez par rapport à notre monde, dépeint comme injuste, et dans lequel tout le monde finit par succomber à l'appel du crime. Cependant toujours avec nuance et morale qui leur est propre. On verra où ça va. En tout cas, l'eggplant mozzarella timbalo que veut préparer la M, ça a l'air dégueulasse, ne touche pas à ça, Kei. Désolé pour tous les Italiens d'ici, je vais à Florence dans 2 semaines, je vous dirai si je me suis trompé.
Alors que tout a été expliqué quant au rocher de lave, les yeux de Kay s'illuminent au cours d'une case hyper évocatrice, et elle se rappelle de Dragona, du moment où Howler l'a soupçonné d'avoir un certain objet sur elle. Évidemment, il ne peut s'agir que de ça. Alors que la tension continue de s'installer sur l'identité des assaillants, Howler, fidèle à lui-même, leur gueule dessus et les insulte, disant qu'il y a zéro feu ici, et qu'il a le droit d'avoir un gun. Il se plaint comme une petite merde à Kay, lui disant de les faire dégager. On comprend évidemment avec ses regards et ce qu'on a vu précédemment que Kay est en train de vaciller et de remettre en question beaucoup de choses, mais s'exécute pour l'instant en leur demandant qui sont-ils. On a donc enfin notre réponse. Ce sont ni plus ni moins que des membres du FBI, section anti-terrorisme s'il vous plaît. Le de Charming Man m'a bien fait rire, mais l'important c'est que... Alors là, plus aucun doute. Il est question de l'usine d'armes de Howler, il est dans une merde noire. Kay le confirmera, disant malgré ses tentatives de rassurer un Howler en PLS, qu'il est en train de tomber. Elle appuiera sur le fait qu'il s'agit du pouvoir du rocher de lave. C'est à mon avis à ce moment-là qu'elle a totalement switché, qu'elle s'est dit que ça ne servirait plus à rien de le défendre car il était foutu, et que ce rocher lui offrirait à elle et à l'AM une merveilleuse opportunité. Et son regard le montre parfaitement. Allez, avant de terminer, et maintenant qu'on sait tout des motivations de tout le monde, je sais que vous l'attendiez, il est temps de faire un rapide instant Howler. Le petit point habituel sur son statut d'antagoniste, vous connaissez. Je le maintiens, même s'il est dans une merde noire, Howler a un stand. Peut-être qu'il n'en a pas conscience, qui sait, mais assurément, il va finir par le développer ou l'utiliser. À partir de là, tout est imprévisible. Je ne pourrais pas vous faire une seule théorie sur la suite des événements. Tout ce dont je suis sûr, c'est que Kay ne va pas prendre la place d'antagoniste principal. Son stand, même si je ne l'ai pas encore évoqué ici, n'est a priori absolument pas une menace suffisante, et il faut à tout prix garder en tête que celui de Howler n'a pas été révélé. Alors je crois toujours en Howler, et reste mon idée d'un pétage de plomb, et d'une assumption complète de son rôle de méchant, même si je serais bien incapable de vous donner une quelconque idée sur comment ça va se passer. Si ce n'est que dans mes rêves humides, je l'imagine voler la lave et tout retourner en sa faveur, j'adorerais. Bref, Kay a donc, avec son QI de 143, capté que la lave était actuellement en possession de Jodio. Elle fait une petite réflexion interne à la M, disant qu'elle est une mauvaise fille, qui fait office d'approbation finale. Elle marche avec elle, définitivement, et elle vient de se le dire et de l'annoncer à nous, lecteurs, avant de commencer à agir avec ce qui vient après. Je trouve ça terriblement efficace. On sent le shift et la transition est très forte. J'aime énormément cette position de force dans laquelle elle se trouve. Pour une fois, nos héros n'ont pas de longueur d'avance, et se doutent d'absolument rien. Ça peut basculer à tout moment, car Paco et Usagi vont sûrement chercher à les contacter, mais pour l'instant on n'est pas là-dedans. On a vraiment l'impression d'être en connaissance du secret d'un agent infiltré. Ça, plus sa relation avec la M, ça donne presque envie de la voir réussir, avant qu'on reprenne nos esprits, et qu'on se dise qu'il est hors de question que Howler ne brille pas, et que Jojo et Paco arrêtent le rat farming. Alors, montre-nous de quoi t'es capable, Kay. Elle va faire en sorte de déplacer les valises contenant les liasses, en se servant comme de son doigt, jusqu'à encercler Jojo, au détour de cette superbe planche. Encerclée totalement, avec Dragona de face qui ne voit rien ce qui se passe derrière, et Kay derrière la porte, agissant comme si de rien n'était. L'angle de vue et la compo résument parfaitement la situation, c'est hyper réussi. Alors apparaît sur deux des valises le stand de Kay, avec sa tronche discutable et ses dizaines de petites mains, qui vont sortir de la valise et choper le pied de Jojo pour, a priori, le faire trébucher. Bon, on n'a pas encore les détails, mais son stand a l'air trop cool. Visiblement, elle peut le faire entrer dans les objets inanimés. Peut-être plus que ça, mais pour l'instant on s'en contente, et ainsi attaquer depuis ces derniers avec ses dizaines de toutes petites mains. Manifestement, elle peut le faire entrer dans plusieurs objets à la fois, le stand étant réparti sur deux valises, et a un contrôle sur les objets possédés entre guillemets par ce dernier. On va voir comment ça sera utilisé, en quoi ça consiste concrètement, et surtout, si on a enfin le droit à une introduction de stand qui viendra pas contredire, ou tout du moins ajouter du flou à son fonctionnement par la suite. Car pour l'heure, je la trouve très claire, très bien mise en scène, et j'aime énormément l'idée. Visuellement, ça claque de fou. Et j'imagine déjà un combat dans lequel ses mains sortent de partout à la fois, et où aucune surface ou objet n'est sécurisé. J'ai très hâte. Très content aussi qu'on retrouve à nouveau des stands humanoïdes dans la partie. Entre ça et 200 balloons donc, ça manquait un petit peu pour être honnête. Et voilà, Jojo est chopé, crie un petit coup, et ça s'arrête là-dessus. C'est moins tendu et insoutenable que les précédentes fins, car je sens pas notre homme en immense menace. Et c'est pas la mise en scène un peu rigolote en vrai qui va contredire ça. Mais j'aime bien, ses petites mains sont un peu goofy, et ça fait plaisir de faire redescendre un peu. Ceci dit, en prenant la situation au global, c'est peut-être pas la merde immense pour nos héros, mais quel bordel tout de même! Il y a tellement d'acteurs, avec tellement de motivations et d'objectifs différents, tellement de moyens différents de se défendre, dont l'immense inconnu Howler,
avec la lave au milieu de tout ça, qui peut faire tout basculer en fonction de la personne qui va réussir à la choper. Bordel, c'est aussi terrifiant qu'exaltant. La dernière fois que j'ai vu un tel bordel, c'est dans l'arc actuel d'Hunter x Hunter, et les deux partagent ce point commun du bateau. Sur ce, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. C'était absolument fabuleux. Ça commence avec un des combats les plus violents de JoJo, à la mise en scène exceptionnelle, aux utilisations de stands qui font hurler, aux punchlines exceptionnels qui font briller ces persos qu'on adore, et surtout au dessin d'une qualité remarquable. Encore une fois, l'un des chapitres les mieux dessinés de la partie. Ces expressions faciales diverses, ce body horror renversant, ces détails partout, du gun aux arrière-plans passant par les personnages, ayant toujours une réaction face à ce qui se passe, ces plans, cette perspective, ces transitions, ces traits ultra fins, mais en relation avec des traits plus gras et une opacité plus forte comme Araki sait si bien le faire depuis quelques temps, sincèrement, je commence à ressentir que le style de la partie s'affine. C'est évidemment très subtil, bien plus qu'avant, mais mine de rien, je vous invite à relire le premier chapitre suite à celui-ci, et vous verrez que les dessins diffèrent légèrement sur quelques aspects. Et c'est un bonheur d'assister à ça. Ce chapitre, c'était aussi une sacrée mise en lumière de l'AM et Kei, pour un rebondissement attendu, certes, mais qui se met en place de manière absolument parfaite, avec toutes les subtilités d'écriture et de mise en scène, de tous les côtés, qu'on aime tant dans The JoJo Lands. Bah ouais, j'ai hâte. Ça va faire plaisir de passer pleinement du côté des Howlers. Il va se passer des dingueries, cet arc, une fois fini, marquera véritablement le premier gros tournant de la partie, c'est certain. Et j'en peux plus d'attendre. Encore un mois. Et bien voilà, cette review du chapitre 27 de The JoJo Lands est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, petit kiff à faire, franchement, c'était trop cool comme review, je trouve. Le chapitre était trop bien, pas trop complexe non plus, j'étais chez mes parents tranquille comme à l'ancienne, vraiment un bonheur. Dites-moi évidemment ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé du chapitre, si vous avez des réflexions à faire par rapport au stand que j'ai évoqué par exemple en début de review. C'est toujours un espace de discussion qui régale. Si la vidéo tu l'as kiffé, n'hésite pas à lâcher un like et à la partager, t'abonner, tout ça c'est hyper important. Je suis désolé pour la qualité du son, ça reviendra dès septembre. Je pense que c'est ok, mais c'est sûr que c'est pas aussi bien que d'habitude. Et désolé aussi pour le retard sur les divers projets que j'ai annoncés, j'ai eu quelques petits soucis. Et j'avoue, j'ai voulu aussi terminer Raido avant Donkey Kong Bonanza. Mais c'est aussi pour que je puisse avoir du temps à dégager pour faire ces vidéos-là, sans avoir de pression sur les jeux qui sortent. Donc ça sera pour le mieux. Bref, j'espère que vous passez de superbes vacances. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous les donateurs qui, comme d'habitude, régalent. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un chapitre qui sera génial, je pense, et qui va beaucoup se baser sur le stand de Kei. D'ici là, portez-vous bien, et n'oubliez pas que The JoJo Lands, c'est quand même vachement bien. Et oui!